Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer le CCNA, donc c'est le cours 200-301 et c'est le jour 1. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que d'une part, cette première vidéo, ça va être un peu une vidéo de test, donc il va s'écouler sans doute un certain nombre de jours avant le jour 2. Et ensuite, ça sera sans doute beaucoup plus régulier, mais je veux avoir un peu des retours sur cette présentation pour éventuellement faire des corrections, voilà, de manière à ce que ça soit plus correct. D'autre part, toute la communication autour de cette formation, elle va passer dans la description que vous avez en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Je vous incite très fortement à regarder avant la vidéo qui s'appelle CCNA 200-301 Introduction. Et puis éventuellement dans la playlist, je rajouterai au fur et à mesure peut-être d'autres vidéos qui seront des vidéos de mise au point de temps en temps en ce qui concerne l'organisation du contenu. Hein. Pas le contenu lui-même, mais plutôt l'organisation. Donc on va commencer. Et le premier sujet, donc, ça va être qu'est-ce qu'un réseau? Qu'est-ce qu'un réseau? Alors, de nos jours, en fait, beaucoup de gens utilisent couramment un réseau. Hein. Ça va être pour tout ce qui va être la téléphonie, déjà. Donc, la téléphonie, les smartphones. Vous allez régulièrement sur Internet en utilisant votre smartphone. Vous avez évidemment les ordinateurs. Donc ça qui existe depuis longtemps, hein, ça va être les portables, les laptops, etc. Éventuellement maintenant vous avez tout ce qui est IoT, enfin tout ce qui est désigné par IoT, ça va être par exemple les caméras d'alarme peuvent être liées aussi sur les réseaux. Vous avez les montres qui vont être connectées. Voilà, vous avez donc de plus en plus d'équipements. Les voitures sont aussi reliées par 4G ou éventuellement 5G vers les réseaux. Donc vous avez vraiment, les réseaux sont vraiment devenus omniprésents. Alors, euh, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est avant tout quelque chose qui permet à deux machines de communiquer. Donc voilà, je dessine, vous avez un ordinateur, ensuite vous avez un serveur, ça c'est la représentation traditionnelle, et ils échangent des informations. Donc généralement on a un ordinateur qui fait une requête au serveur et le serveur qui va répondre. Donc c'est typiquement ce que vous avez hein, quand vous consultez une page internet. Dans votre navigateur, en fait, dans l'adresse qui se trouve ici, vous allez rentrer un certain nom et puis il va y avoir une requête qui va être faite à l'ordinateur et lui va ramener la page. Donc vous allez avoir à la place ici la page HTML qui va être affichée. Quand on parle de réseau, on parle de télécommunications. Mais il faut savoir que les télécommunications existent quand même depuis très longtemps. Le principe, c'est exactement le même principe qu'on a dans un pays en termes de route. Hein, par exemple, euh, si vous avez une maison, vous avez une maison, vous avez une route qui va partir de cette maison, je dessine exprès comme ça, qui va aller à la ville la plus proche, voilà, comme ça. Et de cette ville, vous allez avoir d'autres routes qui vont partir et qui vont aller vers éventuellement d'autres villes. Alors vous allez comprendre pourquoi je les représente comme ça. Voilà, voilà. Et donc là, vous avez un réseau routier. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et puis éventuellement, bah, vous allez
pouvoir aller vers une autre maison. En Égypte ancienne, d'ailleurs, la ville, elle est représentée plus ou moins comme ça, hein. Déjà en Égypte ancienne. Donc vous imaginez, ça fait à peu près 5000 ans. Ça, c'est la représentation d'une ville. Euh, En Chine aussi, vous avez la même idée que la ville représente un croisement. Vous avez comme ça du trafic qui passe par ces fameux croisements. Et c'est la base de notre métier, en fait. C'est justement le routage. Comment on fait pour que des informations qui partent d'un point A puissent aller comme ça jusqu'à un point B. C'est tout le métier du réseau. Alors, pour faire ça, en fait, on a différentes liaisons. On vient de parler, je viens de vous montrer l'histoire des routes. En fait, on a différents types de liaisons que vous connaissez déjà, mais que je vais rappeler, parce qu'il faut que ça soit rappelé, c'est dans le cours. Donc, parmi ces liaisons, vous avez les liaisons cuivre. Les liaisons cuivre avec les prises qu'on appelle généralement RJ45. Ça, c'est pour la partie Ethernet. On fait passer dessus de l'Ethernet. Ces liaisons cuivre, généralement, elles ont voilà, un ordre de grandeur de distance de à peu près une centaine de mètres. Ensuite, vous avez la fibre optique. Alors, le cuivre, c'est un câble RJ45. Normalement, ça relie votre ordinateur. Si vous n'en avez pas à la maison pour relier votre ordinateur à la box, généralement, vous savez ça à votre entreprise ou à votre école et ça va relier l'ordinateur de table vers un équipement réseau. Vous avez la fibre optique. Donc généralement, ça, vous n'y avez pas accès. En général, c'est dans les gaines techniques. Et là, ça va être pour des distances qui vont être de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, voire dizaines de kilomètres. Et puis, vous allez avoir un autre mode pour lequel vous êtes familier, c'est le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, éventuellement, vous pouvez comprendre aussi dedans le Bluetooth qui vous permet de faire une liaison sans fil entre deux ordinateurs. Donc tout ça en fait, et ça vous l'avez par exemple sur la box, mais vous l'avez aussi en entreprise, hein. Vous avez ce qu'on appelle, les Anglais appellent un AP, un access point, qui permet de relier en fait, vous allez avoir l'ordinateur qui lui, il a un émetteur Wi-Fi, il va émettre des ondes qui vont être recueillies sur l'access point. Cet access point, il va être relié sur le réseau. Alors, quand on ne veut pas être trop précis, on représente le réseau par un nuage. Et puis on va pouvoir comme ça discuter avec un serveur de cette manière-là. Et le retour, eh bien, il va se faire avec l'onde dans le sens inverse, tout simplement. Donc voilà. Voilà, vous avez ces différents types de liaisons. Voilà. Alors, ensuite, donc, on travaille actuellement, en 2023, je vais même dire au 21e siècle, on travaille principalement avec le protocole TCP/IP. Donc ça n'a pas toujours été le cas. En fait, TCP/IP a été, comment dire, mis en place au XXe siècle, dans les années, on va dire, des années 70 aux années 90. Il a été mis en place à ce moment-là. À l'époque, il avait dans les années 70 principalement comme concurrent le modèle OSI. C'est-à-dire qu'il y avait des protocoles qui étaient développés autour de OSI.
et qui était une façon de relier des ordinateurs entre eux. Mais finalement, c'est plutôt le modèle TCP/IP qui a remporté. Alors pourquoi? Parce que TCP/IP est un modèle plutôt décentralisé d'une part. D'autre part, il était plus facile de faire des recommandations, ce qu'on appelle des RFC. C'est un peu les règles de tout ce qui se trouve sur Internet, hein. C'est Request for Comment. Donc Request for Comment, ça veut dire c'est un groupe de personnes qui écrivent un document. Ce document, il est soumis à d'autres personnes et à la fin, on a éventuellement un accord. Et donc, cette RFC a force de loi. Donc, par exemple, pour ce qui va définir TCP/IP à l'époque, a été défini dans la RFC 11.22. Il en existe plein d'autres. Notre métier de technicien réseau va consister à connaître le contenu de ces RFC. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le code de la route. Vous devez connaître ces RFC de manière à comprendre quelles sont les normes, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est obligatoire dans les protocoles sur les réseaux. Alors, donc, on a vu qu'on a deux modèles. On a le modèle TCP, IP, et puis on a le modèle OSI. Alors, ces modèles, en fait, organisent le réseau en couches. Les Américains appellent ça en layer. Donc ça, c'est important pour le CCNA. Alors, le modèle OSI, en fait, est le plus complet. On va commencer par la liaison par ce qui est physique. Donc, ce qui est physique, ça va être typiquement, ça va définir le câble. Éventuellement, ça va définir le voltage. Ça va être, par exemple, la partie de la porteuse et de l'émetteur sur la partie Wi-Fi. Voilà, donc c'est tout ce qui est matériel et c'est tout ce qui permet le transfert. Ensuite, on va avoir la, la couche liaison. Donc, on appelle ça couche 1, la liaison, on appelle ça couche 2. Pour la liaison, on va avoir tout ce qui va être Ethernet. Donc, tout ce qui va être Ethernet va passer par une liaison. On va donc Ethernet, ça veut dire on va avoir ce qu'on appelle des adresses MAC. Et puis, ça va supporter des trames, en anglais frame. Vous allez ensuite avoir le niveau réseau. C'est la couche 3 ou layer 3. Et là-dessus, vous allez avoir des adresses IP, les fameuses adresses IP. Et c'est là où vous allez avoir les paquets. En anglais, packet. Pas plus compliqué que ça. Vous allez avoir au-dessus la couche transport. Couche 4. C'est ce qui va justement concerner TCP ou UDP. On aura l'occasion de voir ça par la suite. Vous allez avoir dessus la couche session, qui est une couche qui est plus trop utilisée de nos jours comme la couche présentation. Dans le domaine du réseau, elles n'ont pas vraiment une très grande importance. Et puis au-dessus, enfin, on va avoir la couche application, qui elle a une très grande importance. C'est là où vous allez avoir FTP, Telnet, etc. Donc le modèle TCP/IP en fait reprend quatre couches originellement. Donc quand on s'intéresse au modèle TCP/IP, je vous dis, c'est la RFC 11.22. Donc il reprend quatre couches en fait. C'est-à-dire la liaison et le physique va représenter une seule couche, la couche 1. Vous allez avoir la couche 2 qui va être la couche réseau,
la couche 3 qui va être transport, et tout ça qui va être la couche applicative. Voilà, donc ça c'est la RFC. Maintenant, pour le CCNA, en fait, Cisco, donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça, sépare la couche 1 et la couche 2. Voilà. Donc en fait, il retombe quelque part pour les basses couches en fait sur les mêmes numéros que le modèle OSI. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est à savoir pour l'examen. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur le sujet? Donc là, on a défini en fait un modèle. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Anglais appellent un network model. Ça peut être aussi network blueprint ou network architecture. Il y a aussi un terme qui est très important que vous allez retrouver tout le temps, c'est protocole. Donc protocole, ça désigne en fait un ensemble de règles sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Donc ce sont des règles et sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord. C'est un protocole. Voilà. Quand on dit protocole, ça veut dire vraiment, on imagine un échange entre plusieurs entités. Et cet échange entre plusieurs entités, il a un formalisme qui a été défini entre ces entités et qui fait l'objet d'un accord. On peut imaginer par exemple la langue comme étant un protocole, parce que vous échangez, voilà, vous posez des questions, vous recevez des réponses, voilà, il y a un protocole qui est défini et qui s'est mis en place au fur et à mesure du temps, hein, et qui permet de pouvoir communiquer. Ok, donc parmi les protocoles, on a vu qu'on avait TCP et UDP. Alors, je vais expliciter tout de suite ces deux termes. Le premier, ça s'appelle transmission contrôle protocole. Et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est un mode qui est un mode très particulier parce qu'il permet d'avoir un très bon contrôle sur les informations qui sont transmises à travers le réseau. Quand je dis un très bon contrôle, ça veut dire que il va y avoir le ordinateur A qui va prévenir l'ordinateur B qu'il veut discuter avec lui. B va lui expliquer qu'il est d'accord. Et puis ensuite, il va y avoir un échange d'informations entre ces deux ordinateurs. Et puis après, il va y avoir une fin de communication. Voilà, c'est vraiment en très gros ce qui se passe dans le protocole TCP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde de manière un peu plus précise, donc voilà, je vais découper ça en fait en trois parties. Donc je découpe ça en trois parties. Je vais reprendre, donc on a l'ordinateur A, on a l'ordinateur B, et puis A va dire, voilà, je t'envoie une première information qu'on va appeler SYN. On aura l'occasion de revenir plus en détail et de manière plus formelle sur comment ça se passe avec des vrais paquets, etc. plus tard. Mais pour l'instant, je vous explique le principe. Donc A envoie SYN pour dire je suis là, j'ai envie de discuter. B renvoie SYN ACK pour dire j'ai bien reçu ta demande de discuter et je suis d'accord pour discuter. Et A va renvoyer à ce moment-là
une information ACK pour dire j'ai bien reçu la demande, que tu es d'accord pour discuter. Ça, c'est la partie 1 qu'on a vue. Après cette partie 1, donc on a toujours l'ordinateur A et l'ordinateur B. L'ordinateur A, par exemple, va envoyer des données. Donc il va envoyer des données. Je vais appeler le premier paquet D1. Il va éventuellement envoyer un paquet D2 et puis un paquet D3. Et chaque paquet, en fait, va avoir réellement un numéro. Il va avoir une petite étiquette avec un numéro. Voilà, ça fait partie du protocole. Et une fois que ces 3 paquets vont être envoyés, en fait, on va avoir B qui va répondre OK, 1, 2, 3. Donc ça veut dire les 3 paquets ont été reçus correctement. Mais éventuellement, si jamais il y avait un problème, imaginons par exemple que le deuxième ici n'ait pas été reçu par B, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que B il va répondre. Donc ça, je vous le fais en gros. Hein. OK, 1, 3, mais 2, il va faire je ne l'ai pas reçu. À ce moment-là, A va renvoyer le paquet des 2. Voilà. Il va le taguer avec 2. Voilà. Là, il va être reçu. Et à ce moment-là, B va envoyer un paquet pour dire OK, 2. Et donc à ce moment-là, toutes les informations vont être transmises et A est certain que B a reçu vraiment toutes ces informations. C'est ça tout l'intérêt de TCP. Une fois que ça s'est passé, donc A a transmis toutes les informations à B. A va tout simplement envoyer un ordre de fin et B va dire fin hack. Donc c'est une manière de dire ok, j'ai compris, on arrête là. Mais éventuellement, c'est B qui peut envoyer une demande de fin. Pour une raison, peu importe. Et à ce moment-là, A va répondre fin hack. Voilà. Donc là, on vient de voir comment se passe une session TCP. Maintenant, si je prends UDP, vous allez voir que là, c'est beaucoup plus simple. On a A, on a B. Et si je reprends les mêmes paquets que tout à l'heure, en fait, on a A qui va faire un envoi directement des données 1, puis directement des données 2, puis directement des données 3. Donc, vous pouvez voir que plusieurs remarques. Premièrement, on ne sait pas si B est prêt pour recevoir les paquets. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Deuxièmement, on voit que B ne renvoie pas, hein, il ne renvoie pas d'informations comme quoi D1, D2 et D3 ont bien été reçus. Accessoirement, vous ne trouvez pas dans le protocole des petites étiquettes pour numéroter les paquets qui ont été envoyés vers B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, UDP est beaucoup plus rapide que TCP parce qu'il n'y a pas besoin de la phase 1. Là, on n'a que la phase 2. Accessoirement, d'ailleurs, on n'a pas non plus la phase 3. Et vous voyez que, par exemple, on envoie D1, D2, D3. Comme il n'y a pas de retour ici, on pourrait très bien envoyer ici un D4 immédiatement,
sans attendre un retour de B. Donc on est beaucoup plus rapide. Et effectivement, UDP va être utilisé dans le cas où on a besoin de transferts rapides, très réactifs, mais dans lequel effectivement il peut éventuellement manquer des paquets. C'est le cas par exemple d'une image. Une image, vous pouvez très bien envoyer toutes les informations de tous les pixels et il va peut-être manquer un ou deux pixels, mais l'ordinateur va être capable de calculer par exemple la valeur des pixels manquants. Il va faire la moyenne entre deux pixels. Donc ça, c'est parce qu'il aura manqué effectivement un paquet. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation. Donc voilà ce qui fait la différence entre TCP et UDP. Et ce qu'il faut noter, c'est la gestion de l'erreur. Alors, je voudrais revenir sur l'exemple que j'avais présenté un peu au début. C'est l'exemple avec HTTP. HTTP qui permet l'affichage des pages HTML. HTTP, c'est le protocole qui permet d'aller chercher les pages HTML et puis de les afficher sur l'ordinateur. Donc, comment se passe une session typique? Donc, vous avez l'ordinateur A, voilà, et vous allez rentrer une adresse, donc voilà, W3. Je vais faire court, hein, donc je vais appeler ça one.com. Voilà. Vous allez taper ça dans la fenêtre du navigateur. À ce moment-là, il va y avoir une interrogation pour dire voilà, j'ai une adresse qui est sous forme comme ça de lettres et je voudrais la transformer sous forme de numéros. Parce qu'en fait, les ordinateurs sur Internet ne sont pas représentés par des lettres, mais ils sont représentés par des numéros. Ça, c'est très important. Et ces numéros, ils ont une forme un peu particulière. C'est des numéros qui sont représentés par des nombres, par une série de 4 nombres. Donc on va parler de IP V4 d'adresse, adresse IPv4, et elles vont être composées de 4 nombres. Donc je vais représenter la place de ces 4 nombres, et ces 4 nombres vont être séparés par 3 points. Les nombres qui se trouvent ici peuvent varier de 0 à 2, 5, 5. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, c'est très, très important. Si je reprends la requête, donc pour l'instant mon ordinateur A se demande où peut bien être, comment il fait pour atteindre www.one.com. Donc pour ça, il sait qu'il doit envoyer une requête vers un serveur. Et ce serveur s'appelle DNS. Donc on verra par la suite ce que c'est exactement DNS, mais pour l'instant, retenez simplement que DNS, c'est quelque chose qui permet de faire une correspondance entre le nom que vous tapez dans votre navigateur et le numéro qui va être donné. Donc par exemple, il va pouvoir donner comme numéro 2, 2, 2, 2. Et ça va être envoyé vers l'ordinateur A. L'ordinateur A, donc je vais le redessiner, muni du numéro, va dire, ben voilà, moi je voudrais accéder à cet ordinateur-là pour avoir ma page HTML. Et je vais utiliser le protocole HTTP. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une requête vers l'ordinateur qui se trouve en 2, 2, 2, 2, puisque maintenant il le sait. Et l'ordinateur qui se trouve à cet endroit-là va renvoyer la page HTML, le code HTML, vers l'ordinateur qui en fait la demande.
le premier ordre ici s'appelle get, et puis ici ça s'appelle reply. Donc ici c'est en anglais, hein. Get ça veut dire donne-moi, et reply c'est tout simplement la réponse. Donc là on commence déjà à voir un type de protocole. En fait vous avez deux protocoles qui sont mis en jeu. Vous avez d'une part le protocole DNS qu'on vient de voir. Vous avez aussi le protocole vous avez le protocole HTTP. Et puis vous avez des normes ou des protocoles, donc HTML ici, et puis IPv4. Voilà. Donc voilà, on vient de voir pas mal de choses sur les protocoles. Qu'est-ce que je vais vouloir dire d'autre? Donc, on vient de voir un certain nombre de protocoles, mais pour l'instant, ça vous dit pas grand-chose. Donc, je vais reprendre la pile que j'ai faite tout à l'heure, donc le modèle OSI. Donc, en 7, on va avoir applicatif, la couche applicative. 6 et 5, voilà, je vais les laisser de côté. On va avoir la couche transport. On va avoir la couche 3 réseau. La couche 2, on va avoir liaison. Et la couche 1, on va avoir physique. Donc, les protocoles qu'on a vus, eh bien, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va avoir par exemple DNS, c'est un protocole qui est typiquement applicatif. On va avoir HTTP, qui va être aussi un protocole applicatif. On a TCP, qui va être un protocole de transport, UDP, qui va être aussi un protocole de transport. On va avoir ici IPv4, qui va être un protocole de réseau. Et puis on va avoir ici Ethernet. Bon, ça, on n'en a pas parlé auparavant. Mais bon, voilà, Ethernet, on l'utilise tellement souvent. Donc Ethernet, on définit en fait pour Ethernet la liaison, mais il faut bien savoir que il y a aussi un certain nombre de choses qui sont sur le support. En fait, Ethernet est défini par un organisme qui s'appelle le I3E. Voilà, I3E. Alors que tout ce qui est IP, tout ce qui est Internet, va être défini par un organisme qui s'appelle l'IETF. Et c'est ça qu'en fait qui fait les RFC. Qui valide en fait les RFC. Hein, voilà. Donc l'I3E, voilà, ça situe vraiment plutôt au niveau 2 pour tout ce qui est... Donc généralement, c'est tous les protocoles qui vont commencer en 802. Quelque chose. Ça, vous allez vous le retrouver assez souvent. Alors, donc, vous avez deux concepts qu'il faut retenir pour le CCNA. Vous avez SEM Layer, donc, ce qui veut dire même couche. Et puis vous avez Adjacent Layer. Ce qui veut dire couche adjacente ou voisine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Same layer, ça veut dire par exemple
on va avoir deux ordinateurs qui vont être reliés, par exemple, bon, on va commencer à utiliser les termes techniques, hein, par un switch. Donc on se situe au niveau du protocole Ethernet. Je vous rappelle, hein, c'est la couche 2. Ça c'est important, c'est très important, on reviendra tout le temps là-dessus. Voilà, donc les deux ordinateurs sont connectés au même switch et ils vont pouvoir discuter ensemble. Ici, là, ce point-là, il va avoir une adresse MAC. De même que ici, celui-là. Ils vont avoir, donc ça, on va dire l'adresse MAC de A. Et ici, on va avoir l'adresse MAC de B. Voilà. Donc en fait, ces deux ordinateurs pourront discuter entre eux en s'adressant des trames, frame en anglais. A va envoyer une trame vers l'adresse MAC B et B va envoyer des trames vers l'adresse MAC A. C'est comme ça que les deux ordinateurs vont discuter en utilisant le protocole Ethernet. Et ils vont rester au niveau de couche 2. Donc c'est pour ça on appelle ça same layer, la même couche. On est au même niveau. Et ça se passe sur ça va se passer sur deux ordinateurs différents. Éventuellement, vous pouvez très bien avoir un troisième ordinateur qui va être connecté ici sur le switch. Et on peut avoir éventuellement une adresse MAC C. Et les autres ordinateurs vont pouvoir communiquer avec celui-là en passant par l'intermédiaire du switch ici. Mais l'idée, voilà, c'est l'idée du same layer. Pour ce qui est des couches adjacentes, alors là, je représente l'ordinateur avec une taille beaucoup plus grande, de manière à pouvoir mettre des choses dans l'ordinateur. Donc, quand je représente l'ordinateur comme ça, voilà, on le représente comme ça, hein, c'est-à-dire que on a une prise qui va sur le réseau. En fait, c'est plutôt quelque chose de traditionnel, parce que historiquement, en fait, ici, on a vu du coaxial. On avait du coaxial. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Généralement, enfin, maintenant, vous avez toujours des switches ici. Donc, voilà, ça devrait se représenter plutôt comme ça. Mais ici, vous avez la liaison Ethernet. Alors, comprenez-moi bien, hein, la partie câble ici, c'est la couche 1 du modèle OSI et Ethernet, c'est le protocole qui court dessus en couche 2. Et justement, c'est ce que nous allons voir. C'est-à-dire que ici, en fait, au niveau logiciel, dans l'ordinateur, parce que mine de rien, le traitement des informations qui vont sur le réseau, c'est fait par du logiciel, eh bien, vous avez déjà la couche en bas qui va être la couche Ethernet. Donc, quand on parlait d'adresse MAC ici, eh bien, vous pouvez retrouver les adresses MAC ici. Par exemple, vous allez retrouver A ici et B. On peut imaginer par exemple que cet ordinateur, c'est l'ordinateur A. Donc, avec l'adresse MAC A. Je la représente comme ça. Donc, vous voyez, si on prend le schéma ici, on voit que l'ordinateur A, il a l'adresse MAC A, il est relié au switch. Donc, vous imaginez, c'est pareil pour les autres ordinateurs. Mais j'ai dit qu'on communiquait les informations par Ethernet. Donc ça, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, parce que vous avez ici, là, cette partie-là de la trame Ethernet qui va être en fait des données. Ce sont des données. Ce sont des données pour la trame Ethernet. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette partie-là, elle embarque un paquet.
Donc là, vous avez la trame Ethernet. Et puis juste au-dessus, ici, vous avez en couche 3, voilà, vous avez, c'est IP, hein, et vous avez donc un paquet. Donc je vais l'écrire à côté, vous avez un paquet. Et ce paquet, en fait, c'est lui qui va être placé dans les données de la partie Ethernet. Donc vous voyez, en fait, là, vous avez 3 couches qui sont représentées ici. Vous avez, ici, vous avez le niveau 3. Ici, vous avez le niveau 2, tout ça. Et ici, vous avez le niveau 1. Donc, ce qu'on appelle les couches adjacentes, c'est le fait d'avoir justement cette proximité entre couches. C'est-à-dire que ici, là, vous avez la couche 3 qui va mettre ces informations dans la couche 2 et la couche 2 qui va embarquer les informations sur la couche 1, sur la liaison physique. On dit que la couche de niveau inférieur rend service, je représente ça avec des petits points, à la couche de niveau supérieur. Vous voyez. Donc tout ça, c'est très logique. Hein, et puis éventuellement, on pourrait imaginer quelque part la couche 4, TCP, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple avec les pages web. Et on pourrait dire à ce moment-là qu'on embarque un message TCP, que je pourrais représenter comme ça, dans la partie données du paquet IP. Donc à ce moment-là, on va dire que la couche 3, elle rend service à la couche 4. Okay. Alors, très important, donc on a vu que TCP, il avait des données. Donc ça va être par exemple des données de site web, des données HTML qui vont être embarquées dans TCP. Voilà, je vais les représenter comme ça. Hein. Elles vont être embarquées dans TCP. Ça veut dire elles vont prendre cette place qui se trouve ici. Ici, là, on a ce qu'on appelle l'entête. Ce que je représente en vert, ça s'appelle l'entête du segment TCP. Ça, en fait, ça s'appelle, ici, ça s'appelle un segment. Ensuite, vous avez le niveau IP. Je vais mettre un peu plus large, voilà. Le niveau IP, en fait, ça reprend le même principe. Vous avez le paquet, cette fois-ci. Je vais écrire comme ça. Vous avez le paquet, c'est un paquet IP dans lequel vous avez des données. C'est tout simplement le segment TCP qui va être mis dans un paquet IP ou qui va être mis dans plusieurs paquets IP, mais bon, ça, voilà. Ça sera pour la suite pour expliquer quand on reviendra de manière plus précise sur TCP. Et donc là, je vais dessiner ça en bleu, voilà. On a l'entête du paquet IP. Pour l'instant, je n'explicite pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on va avoir Ethernet, donc que j'abrège comme ça. Pareil. Cette fois-ci, on va avoir ce qu'on appelle une trame. La trame Ethernet, pareil, dans lequel on va mettre le paquet IP ou pareil, voilà, des morceaux de paquet IP. Ça, on verra après éventuellement. Mais pour l'instant, voilà le principe. Voilà, je représente comme ça et je marque l'entête en marron. Voilà. Ce processus-là s'appelle encapsulation. Donc ça, c'est un terme important que vous devez retenir. C'est-à-dire que le fait de mettre des informations comme ça dans la couche inférieure s'appelle l'encapsulation.
et vous avez l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que typiquement, ce mécanisme-là, dans ce sens-là, ça se passe par exemple sur l'ordinateur A, il a des informations comme ça, et il va vouloir les envoyer. Donc, il va encapsuler tout ça dans les protocoles du niveau inférieur, il va envoyer ça vers l'ordinateur B, et l'ordinateur B va faire le travail inverse, c'est-à-dire qu'il va récupérer la trame Ethernet, il va extraire le paquet IP, il va extraire le segment TCP, il va extraire l'information HTML et il va l'afficher. Cette opération s'appelle déencapsulation. Bon, on va dire que ça c'est en anglais et en français c'est décapsulation. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est aussi quelque chose qui est très important parce que c'est un vocabulaire et c'est une idée qu'on utilise en permanence quand on travaille sur les réseaux. Typiquement, vous travaillez sur les analyseurs réseau, c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir toutes ces informations-là et ces informations, elles sont particulièrement importantes. Il faut savoir aussi que voilà, cette façon de présenter ça, quand on travaille en modèle OSI, on appelle ça les PDU, Protocol Data Unit. Chaque niveau a son protocole Data Unit. Ça, c'est important. Donc, je vous ai expliqué voilà, tout ça. Maintenant, donc, on va voir la partie adressage. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Je dois faire un choix pour aujourd'hui, donc on va faire la partie adressage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adressage? On a vu tout à l'heure, on a commencé à aborder un peu le fait que on avait une adresse écrite qui était voilà, one.com et qui devait être transformée en un numéro. Parce que en fait, donc le numéro en l'occurrence c'était celui-là. C'est un numéro complètement choisi au hasard, hein, complètement arbitraire. On va dire par exemple, on va utiliser un autre numéro là aussi que je vais utiliser de manière complètement arbitraire, 10.0.0.2. Voilà. Alors, l'idée qu'il y a derrière, c'est que pourquoi est-ce qu'on met ça sous forme de points? Alors, on met ça sous forme de points parce que on a vu que cette partie-là, je le répète, hein, mais ça c'est ultra fondamental, c'est une valeur qui va de 0, comme on le voit ici, et qui peut aller jusqu'à 255. Pourquoi ça va de 0 à 255? En fait, c'est très simple, ça correspond à un octet. Un octet. Alors, un octet, en fait, ça vient du... Bon, je ne vais pas faire de plaisanterie, c'est un cours sérieux. Donc, octet, en fait, dans les langues latines, ça veut dire 8. Ça veut dire, en fait, un octet contient 8 bits. Un octet contient 8 bits. Ces bits, ils vont prendre comme valeur 0 ou 1. Voilà. Ça, suivez bien parce que c'est vraiment très important. Ils vont prendre comme valeur 0 ou 1. Donc ça veut dire, je vais pouvoir avoir par exemple 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Voilà. Je ne peux pas avoir quelque chose du style 0, 2, 304, 8, 7, AB. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est 0 ou 1. C'est ce qu'on appelle le système binaire. Ou la base 2.
Ça, c'est fondamental. Sans compréhension de cette partie-là, c'est difficile de faire de l'informatique et donc c'est pas possible de faire du réseau. Il faut vraiment maîtriser ça. Donc chaque bit ici a une valeur qui lui est propre. Donc, je vais représenter ça. Le premier, il va valoir 1. Le deuxième, il va valoir 2. Le troisième, il va valoir 4. Celui-là, il va valoir 8. Celui-là, il va valoir 16. Celui-là, il va valoir 32. Celui-là, il va valoir 64. Et celui-là, il va valoir 128. Ça veut dire, par exemple, si j'écris 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, en fait, ça sera égal à 1 en base 10, c'est-à-dire la base que nous, on connaît. C'est celle qu'on pratique tous les jours. Si j'écris 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ça sera égal à 2 en base 10. Je répète pas. Si j'écris 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ça sera égal à 3. Pourquoi 3? Parce que c'est 2, puisque c'est à 1, plus 1. Si j'écris de la même manière 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ça sera égal à 129. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir 128 plus 1. Ça fait 129. Voilà. Donc ça, vous devez absolument maîtriser ça. Ça, c'est vraiment très très important. Vous ne pouvez pas faire l'économie de cette partie-là. Et ça, je vous le mets pour IPv4. Il existe IPv6, mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Pour l'instant, on est juste sur IPv4. Et IPv4, c'est comme ça que ça s'écrit. Si on veut avoir 255, parce que je vous rappelle, hein, on va de 0, donc 0, vous avez compris, hein, ça veut dire tout est à 0. 255, en fait, c'est tout simple, c'est tout à 1. Voilà. Donc, ça, c'est la façon d'écrire les chiffres qui se trouvent ici. Les nombres, pardon. Un nombre, c'est de 1 à plusieurs chiffres, et un chiffre, bah, c'est nécessairement un caractère graphique. C'est ça un chiffre. Hein. Un chiffre, quand on est en base binaire comme ça, c'est 0 ou 1. Quand on est en base 10, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est un chiffre. Quand on est en base hexadécimale, comme en IPv6 ici, bah, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Voilà. Bon, j'avance un peu sur le truc, mais vous comprenez l'idée. Donc, une adresse IPv4, c'est en fait 4 nombres qui peuvent aller de 0 à 255. Je vais continuer. Mais vous allez me dire, bon, bah, tout ça c'est bien sympa, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, c'est parce que je vais vous représenter un réseau très simple. Si on a deux machines qui veulent discuter entre elles, donc on représente un switch ici. Jusqu'à maintenant, on les avait appelés A et B. En fait, c'est pas comme ça qu'on va les appeler. En vérité, on va utiliser IP. Alors, je vous rappelle, hein, perdez pas de vue qu'on a IP et en dessous, on a une couche Ethernet. Ici, on a des adresses qui sont propres, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On a les fameuses adresses MAC A et adresse MAC B. Donc rappelez-vous que ça existe, mais on n'en parle pas. Pour l'instant, on se concentre sur la partie IPv4. Donc IPv4, on a l'adresse de A, par exemple, on va pouvoir lui attribuer 10.0.0.2. C'est ce qu'on avait vu. C'est arbitraire, hein, on peut choisir ce qu'on veut dans la limite des conventions qu'on a établies avant. B,
ça va être 10.0.0.3 par exemple. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'envoie un paquet, pardon, voilà, quand j'envoie un paquet de A vers B, à ce moment-là, mon paquet il doit avoir cette forme-là. Ici, les données, ce qu'on a vu dans la partie encapsulation, on doit avoir la source qui va être l'adresse de A et la destination. Alors je ne les mets pas nécessairement dans le bon ordre, mais pour l'instant ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc la source, elle doit avoir 10.0.0.2 et la destination doit avoir 10.0.0.3. Donc on va mettre ça dans le paquet et le paquet il va aller de A vers B. Alors vous allez me dire, bon bah ok, c'est bien sympa. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on peut rajouter d'autres ordinateurs. On peut rajouter un ordinateur C, et lui, il va avoir 10.0.0.5. Donc si A veut envoyer un paquet vers C, eh ben, il faudra qu'il fasse la même chose. Ici, il va mettre son adresse. Et puis là, il va mettre 10.0.0.5. Et là, les données qui vont bien derrière. Voilà. Donc à ce moment-là, le paquet va arriver là. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué. On aurait besoin juste de mettre le dernier nombre ici. Ou éventuellement, voilà, juste ça par exemple. Alors tout à fait, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là j'ai représenté que 3 ordinateurs, mais on va dire ces 3 ordinateurs dans le même bureau, dans le même local. Il se peut très bien qu'il y ait des ordinateurs qui soient dans une autre ville. Donc on va changer un peu le schéma. On va dire qu'on a la ville A, et puis on a la ville B, et puis je vais même représenter la ville C. Et là, on va avoir dans chaque ville des ordinateurs. Donc voilà. Et puis je vais les nommer avec les chiffres 1, 2, 3. Là pareil, je vais nommer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ces ordinateurs, ils vont tous être liés ensemble par un switch. Donc je vais représenter comme ça. Voilà. Voilà. Ces ordinateurs sont reliés ensemble par un switch. Donc ils peuvent déjà communiquer entre eux. Seulement, on voit qu'ils ont le même numéro. Donc si jamais j'y relie tout ça ensemble, un ne pourra pas communiquer avec un. Parce qu'il va mettre dans le paquet, je vais représenter un paquet ici en haut, hein, avec les données. Il va remettre 1 veut communiquer avec 1, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça va rester sur place. Donc ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est on va dire que l'ensemble A, il va avoir comme numéro 10.0.0. Et puis, derrière le point ici, ça va être le fameux numéro qu'on trouve là. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'ordinateur qui va se trouver ici, il va s'appeler 10.0.0.1. Celui-là, il va s'appeler 10.0.0.2. Celui-là, il va s'appeler 10.0.0.3. Voilà, jusque-là, ça va. Donc on comprend bien que B et C, on ne peut pas les appeler 10 quelque chose de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les appeler 20. Donc C, point, voilà, quelque chose. Et là, on va appeler l'ordinateur 20.0.0.1, 20.0.0.2, 20.0.0.3,
Et puis pour B, bah pareil, hein, on va prendre 30, 30.0.0.1, 30.0.0.2, 30.0.0.3. Voilà, jusque-là, pas de souci. Sauf que là, ils ne communiquent pas encore ensemble. Alors, on décide que le fait qu'ils aient un numéro comme ça, on ne peut pas les laisser sur le même niveau 2. Sur le switch. Vous voyez, on a un switch. Ça, en fait, quand on a un switch, ça veut dire on est en Ethernet. Donc, bon, on verra les subtilités. Simplement, retenez que on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de manière centralisée un routeur que je représente comme ça, et on va rattacher ce routeur comme ça aux 3 sites. Je ne vais pas non plus ici aller dans le détail de ce que c'est qu'un routeur, de tout ça. Je veux pas que ça soit compliqué. On va rester vraiment dans le simple. Donc ça veut dire mon ordinateur A, ici, s'il veut discuter maintenant avec celui-là, ben, il va tout simplement devoir créer un paquet. Donc par exemple, je veux envoyer vers... non, pardon. J'ai changé un peu, c'est pas grave. Donc je veux l'envoyer vers 20.0.0.1. Je suis 10.0.0.1 et voilà les données que je veux envoyer. Je représente ça par D. Donc ce paquet IP, il va partir d'ici, il va aller là, passer par le routeur. J'explique pas comment, on verra ça dans un autre cours. Il passe par le switch ici et il revient à l'ordinateur, qui se trouve ici en 20.0.0.20. Vous voyez? Donc ça veut dire en fait, cette partie-là, ça va être le numéro qu'on appelle numéro de host. Et ça, c'est le numéro de réseau. Voilà. Donc, vous voyez, et c'est un peu de la même manière, on pourrait très bien dire que ça va être le nom d'une ville. Et puis ça va être par exemple le numéro de rue. Bon, c'est vraiment très simplifié, ça va être la rue et son numéro. Ok, d'accord. Hein, mais en gros, voilà, vous comprenez l'idée. Donc ça, c'est un peu comme si c'était le code postal. Les Anglais disent zip code, le code postal, et ça, bah, c'est le reste de l'adresse. Donc vous avez comme ça une très bonne façon de visualiser ce que c'est que l'adressage à l'intérieur d'un réseau. Donc là, je vous explique ça au niveau IP, hein, au niveau IPv4. Mais il faut bien savoir que vous avez la même chose au niveau Ethernet, ce sont les adresses MAC. Mais bon, ça ne fait pas partie du cours. Donc en fait, vous pouvez imaginer que cette façon de travailler correspond à, par exemple, à un service postal. Alors, ça, c'était l'introduction donc du premier cours. Et donc cette introduction, elle s'arrête là. Et donc à la prochaine. Et je vous dis, hein, il va s'écouler quand même un certain nombre de jours avant de voir le jour 2 du cours, de manière à ce que je puisse faire les ajustements nécessaires en fonction des retours, etc. Voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.